Bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. Le mythe du livre de la jungle est bien loin. Aujourd'hui, laisser batifoler son enfant dans la nature est presque devenu une faute parentale. En 2 générations, le nombre d'enfants qui ne jouent jamais dehors, que ce soit en ville comme en milieu rural, est devenu exponentiel, au point que l'on parle désormais d'enfants hors sol. Passionnée par le sujet et convaincue de l'importance de relier le petit Dom à son environnement naturel, Christelle Ferjou, enseignante et conseillère pédagogique et maman de 2 enfants, a été une des pionnières en France à faire classe dehors avec ses jeunes élèves de primaire. Autrice des livres Emmener les enfants dehors, parus en 2020 aux éditions Lafon, et Il était une fois la classe dehors, publié en 2022 chez Hachette Éducation, elle est devenue une référence sur cette manière de faire classe au grand air. Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Cette phrase de l'écrivain Christian Bobin, qu'elle a reprise en épigraphe de son premier livre, résume combien l'extraordinaire pour un enfant n'a pas besoin d'exotisme, mais d'aventure en bas de chez soi. Bonjour Christelle. Bonjour. Pourquoi nos enfants sont-ils en train de perdre le contact avec la nature ? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la majorité des enfants que l'on accueille dans les structures d'éducation comme l'école sont des enfants d'intérieur. On parle même parfois d'enfants hors sol. Ce sont des enfants en fait qui vivent la majorité de leur temps à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, hein. La première, c'est l'urbanisation croissante de nos sociétés industrielles qui ont conduit à plus d'insécurité dans les rues parce que beaucoup de voitures se déplacent aujourd'hui en ville, dans les cœurs de ville. Donc du coup, c'est vrai que pour garder les enfants en sécurité, on a tendance à les laisser plutôt à l'intérieur. Donc, ils vivent une plus grande sédentarisation. Et vous disiez dans votre livre que c'est également vrai pour les personnes, enfin les enfants vivant en milieu rural. Oui, complètement. C'est vraiment généralisé. Les enfants de milieu rural ont une vie beaucoup plus citadine qu'il y a encore une trentaine d'années. Très peu d'entre eux jouent dans leur jardin, hein. Généralement, c'est vrai que la grande différence entre un enfant de milieu rural et un enfant de milieu urbain, c'est que l'enfant de milieu rural va habiter une maison et avoir un jardin, mais très peu d'entre eux ont l'habitude de jouer dans leur jardin. Ils ont une préférence pour l'intérieur et à l'intérieur pour des jeux qui vont être en grande majorité des cas devant un écran. Alors, si je comprends bien, il y a une partie qui incombe aux parents pour des raisons tout à fait légitimes. Une autre aussi vient des enfants qui sont plus enclins à rester dans les écrans que sortir. Comment on peut motiver ces enfants à sortir ? Eh bien, tout d'abord, commencer par sortir avec eux. Parce que cette culture du dehors qu'on avait encore dans les années 50-60, hein, les enfants allaient quotidiennement seuls à pied à l'école. Et donc, ce qu'on appelait à l'époque cette école buissonnière où sur le chemin de l'école, il se passait plein de choses, d'observations, de découvertes, ce qui stimulait beaucoup leur curiosité. Eh bien, nos enfants d'aujourd'hui n'ont plus ces souvenirs et cette expérience d'école buissonnière. Donc, c'est bien au rôle de l'ensemble des adultes qui encadrent l'enfant, qui l'accompagnent dans son quotidien de vie, hein, que ce soit le parent comme l'enseignant ou un animateur de centre de loisirs. Eh bien, c'est aussi à nous de sortir avec les enfants que l'on accompagne et de les aider à s'émerveiller avec tout ce tout le vivant qui nous entoure, y compris en ville. Même en ville, on a une part de nature, hein, que ce soit des petites bêtes, des micro-plantes, du végétal, des fleurs. Mais toutes ces petites choses-là qui sont à portée de nos pieds, eh bien, c'est peut-être à nous de faire prendre conscience à l'enfant de toutes ces merveilles qui sont autour de nous. D'ailleurs, ça me fait penser à
à une réflexion un peu de Rachel Carson, qui dans les années 50 s'intéressait beaucoup au rôle de la nature dans l'éducation des enfants et qui disait aidez votre enfant à s'émerveiller. On est vraiment dans cette idée-là. Et quand un parent lui disait mais comment moi je peux imaginer être capable d'enseigner un peu sur la nature alors que je suis moi-même incapable de distinguer un oiseau d'un autre, en fait, Rachel Carson, elle expliquait mais qu'elle était sincèrement persuadée que pour un enfant et pour des parents qui cherchent à le guider, il est bien moins important de savoir que de ressentir. Donc c'est tout d'abord accompagner l'enfant dans ressentir comment ça fait du bien d'être dehors et quand on ressent un petit peu de soleil sur la joue, quand on écoute un oiseau chanter ou passer, ou quand on l'observe sur une branche juste au-dessus de nous. C'est ces petites choses-là du quotidien qui vont à la fois favoriser l'expérience, une certaine expérience esthétique au monde de l'enfant, et puis ces premiers qui vont tisser ces premiers liens avec le vivant dont il fait partie. Donc la sortie au parc après l'école est très importante. Ah ben oui, elle est effectivement nécessaire, hein, parce que dans sa journée de classe, l'enfant va passer beaucoup de temps à l'intérieur dans sa salle de classe. Dans la cour de récréation, malheureusement, alors là pour le coup, qu'on soit en ville ou à la campagne, nos cours de récréation d'école en France se ressemblent toutes, hein. C'est souvent des grands rectangles goudronnés. Et donc l'enfant, dans son quotidien de vie à l'école, a très peu l'occasion d'être au contact avec des éléments de nature. Donc oui, quand on va le chercher à l'école, si on peut passer par le parc avant de rentrer à la maison, c'est plutôt une bonne idée. Et puis le week-end, j'imagine, essayez de trouver, si vous n'avez pas de parc près de chez vous, de vous déplacer un petit peu, d'aller vers des Voilà, et de jardins. profiter justement du week-end pour aller pique-niquer dehors, parce qu'enfin, c'est déjà toute une aventure, hein. Au lieu de manger en famille à l'intérieur, eh bien, le week-end, ça peut être l'occasion de préparer un panier ou une glacière, hein, selon le temps, et puis de partir pique-niquer dans un bout de parc avec son enfant ou avec ses enfants. Ces petites choses du quotidien vont vraiment être fondatrices du lien qu'il va pouvoir tisser après avec la nature et avec le vivant en général. Est-ce que vous avez des ouvrages à conseiller aux parents qui leur donneraient des idées d'activités pour identifier les plantes, les animaux Oui, alors il existe beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Alors, il y en a quelques-uns qui sont pour les parents qui sont, je trouve, très bien adaptés, hein. Ce sont des guides d'activités dans la nature déjà. Je pense au guide aux éditions Plume de Carotte, 50 aventures dans la nature que tu dois absolument faire avant 12 ans. Ça, c'est une mine de pistes pour proposer ou trouver la bonne idée d'activité à vivre dans la nature, et pas forcément que des activités qui vont favoriser l'identification des plantes ou des animaux qu'on va observer. Alors bien sûr, les guides de détermination sont aussi utiles. Euh, il y a les grands guides d'identification qui sont utilisés par les naturalistes, hein. Ce sont les guides d'un éditeur suisse, Delachaux et Niestlé. Donc, il y a le guide des insectes, le guide ornithologique, le guide des plantes sauvages. Ce sont des vrais guides de terrain, mais que les enfants apprécient beaucoup, y compris les plus petits, alors qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas adaptés pour eux parce que c'est des gros livres. Mais en fait, ce sont des grands imagiers. Et donc, même un jeune enfant est capable de retrouver la plante qu'il a observée avec son parent dans le livre et de prendre du plaisir, justement, de retour à la maison, de refeuilleter le livre pour s'amuser à retrouver ce qu'il a pu observer dehors. Alors vous étiez il y a 20 ans parmi les premières enseignantes à faire classe dehors.
Qu'est-ce que l'école dehors? C'est faire la classe dans un espace de nature qu'on aura identifié à proximité de l'école. Parfois, certains collègues que j'accompagne font classe dehors à l'intérieur même de l'enceinte de l'école, quand l'école est vaste et dispose d'un espace un peu de nature ou d'un coin de nature au sein même de l'école. Mais il y a cette idée, voilà, de faire classe dans un espace de nature proche de la classe, en tout cas, de façon régulière. Donc je dirais c'est au moins une fois par semaine. Ça peut être 1 heure, une demi-journée, voire une journée complète par semaine, pour vraiment véritablement que ça s'inscrive dans l'emploi du temps, hein. C'est la classe dehors, c'est pas juste proposer une simple sortie ponctuelle plusieurs fois dans l'année, mais c'est bien inscrire cette pratique dans son quotidien de classe et donc dans son emploi du temps. Et c'est donc une fois que c'est inscrit dans l'emploi du temps, c'est vraiment l'idée de pratiquer toute l'année et par tous les temps. Et qu'est-ce qui vous avait inspiré? C'est de découvrir les pratiques des forest schools nordiques, et aussi mon attachement bien sûr pour le mouvement ce qu'on appelle de l'éducation nouvelle, hein. Dans ma pratique de classe au quotidien, je m'inspirais déjà beaucoup des pratiques coopératives, de la pédagogie Freinet, de la pédagogie aussi Maria Montessori. Et en fait, ces pédagogies issues du mouvement de l'éducation nouvelle, ce sont des pédagogies qui ont en commun euh, de mettre de mettre en lien l'enfant et la nature. Enfin, la place de la nature dans l'éducation de ces pédagogies, c'est vraiment important. Vous dites que dans les pays scandinaves, c'est quelque chose qui est très établi? Au début des années 50, ces pays-là, et en particulier Danemark, étaient en pénurie de structures en dur pour accueillir les nouvelles générations d'enfants qui arrivaient. Et donc, le Danemark a initié, notamment l'État du Danemark a initié une première expérimentation d'école en forêt. Et très très vite, les éducateurs ont été conquis par le fait d'accueillir les enfants au cœur de la forêt. Et du coup, ça s'est développé et ça a été vraiment porté par l'État au Danemark, hein. Aujourd'hui, au Danemark, il y a à peu près la moitié des jardins d'enfants qui sont accueillis en milieu forestier. Donc, c'est vraiment une pratique très ancrée. Et puis, cette pratique s'est diffusée en dehors des pays nord-européens. Enfin, elle s'est diffusée en Allemagne et puis en Suisse dans les années 70, pour plus récemment arriver en Belgique. Et en France, on a vraiment commencé à s'intéresser au sujet de l'enseignement dehors, dans les pratiques scolaires, je dirais à partir de 2018, donc un petit peu quand même avant la pandémie de Covid et le premier confinement. Et du coup, aujourd'hui, ça concerne combien de classes? Bah, je dirais que sur mon département, parce que comme j'ai une Oui. mission départementale, j'ai plutôt une vision départementale des pratiques. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 classes praticiennes de l'école dehors, de la maternelle au CM2. Et quand on propose au plan de formation des formations sur le sujet, on a vraiment beaucoup d'enseignants qui s'y inscrivent. Donc il y a un vrai besoin d'accompagnement des enseignants sur ces pratiques. Et même sans être accompagnés, compte tenu des ressources qui existent déjà à disposition des enseignants, les enseignants s'emparent du sujet et initient des choses dans leurs écoles. Quels sont les bénéfices pour les enfants que de faire classe dehors? Alors, les bénéfices sont très nombreux. Bon, si on revient un petit peu sur ce dont on parlait au tout début, hein, de cette génération d'enfants d'intérieur et d'augmentation de la sédentarité, on sait clairement qu'aujourd'hui, hein, de proposer des temps de pratique de classe dehors, eh bien, ça va favoriser l'activité physique de l'enfant, puisque en classe dehors, l'enfant il apprend en mouvement, en bougeant. Donc ça va réduire aussi l'obésité qui est croissante dans notre pays, hein. Il y a aussi la santé mentale, psychique, et ça, je crois qu'on en a tous fait l'expérience. On sait que quand on est confiné et qu'on ne peut plus sortir, on se sent moins bien, et le fait d'aller dehors, d'être au contact avec des espaces de nature, ça nous fait du bien, adultes comme enfants, je dirais.
Et puis, d'autres bénéfices ont été identifiés par des suivis d'enfants qui pratiquent la classe dehors depuis plusieurs années, notamment au niveau des apprentissages scolaires. Le fait de faire classe dehors favorise la mémorisation et l'ancrage des savoirs, parce que l'enfant va être en contact avec des éléments très concrets, il va être confronté au réel, donc ça va stimuler à la fois sa créativité, son questionnement, sa curiosité et sa joie d'apprendre. Vous disiez dans votre livre aussi que vous observiez beaucoup moins de bagarres et plus de coopération entre les enfants. Oui, c'est vrai. Dehors, des nouveaux réseaux de coopération vont s'installer, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de la compétence d'un enfant en particulier pour déplacer un tronc d'arbre, une brouette. Et enfin voilà, en fait, dehors, ils se mettent des défis qui sont posés d'emblée par le milieu qui est plus complexe que celui d'une salle de motricité, d'une cour de récréation ou d'une salle de classe, et qui fait qu'en fait, ils vont assez spontanément solliciter les enfants qui sont autour d'eux dans leurs actions, soit de jeu, soit d'apprentissage, pour travailler ensemble. Et il y a beaucoup de projets collectifs qui s'installent en classe dehors, du fait aussi que dans nos salles de classe, l'espace est beaucoup plus contraint. Alors moi, j'ai beaucoup enseigné en maternelle, donc je vais donner un exemple très concret en maternelle. Dans nos salles de classe maternelle, on propose souvent aux enfants des espaces pour développer ce qu'on appelle les jeux symboliques, donc pour rejouer à la cuisine, pour rejouer aux voitures ou pour bricoler. Mais ces espaces, du fait de la dimension de la salle de classe, ils sont limités souvent à un certain nombre d'enfants, 3, 4 maximum. En classe dehors, l'espace est plus vaste, et donc si 10 enfants ont envie de préparer dans le coin cuisine de la classe dehors une soupe de sorcière par exemple, eh bien c'est possible. On n'a plus besoin de limiter le nombre d'enfants, et donc d'emblée la coopération se ferait entre eux, parce que s'organiser à 10 pour préparer cette soupe de sorcière, il faut se mettre à parler, communiquer ensemble, se mettre d'accord, se partager les outils, les objets, et donc se donner des nouvelles règles de jeu. Et donc tout ça, c'est vraiment facilité en classe dehors. Alors comment se passe une classe dehors? Est-ce que vous étudiez les mêmes matières qu'à l'intérieur? Comment les enfants écrivent? Est-ce que c'est vraiment de l'école ou est-ce que c'est un temps de jeu? Alors c'est vraiment de l'école, mais c'est l'école autrement. Parce qu'effectivement, en classe dehors, on ne va pas déplacer ni les chaises ni les tables. Donc on va privilégier une autre forme d'apprentissage, beaucoup plus flexible, où l'enfant va pouvoir peut-être s'asseoir par terre, pourquoi pas s'allonger, se mettre accroupi. Enfin, il va s'installer selon son besoin physique, comme il le souhaite, pourquoi pas rester debout. Et donc pour écrire, parce qu'il y a des activités d'écriture aussi en classe dehors, eh bien il va utiliser une planchette, plutôt un crayon de papier, parce en temps humide ou en temps de pluie, c'est plus facile d'écrire avec un crayon de papier qu'un stylo à billes. On va laisser de la place aussi au jeu libre, pendant que l'enseignant est avec un petit groupe d'enfants autour d'une activité précise, pourquoi pas de production d'écrit, eh bien les autres enfants vont pouvoir être en plus grande liberté sur des actions qu'ils auront choisies volontairement et pour lesquelles ils vont s'organiser par eux-mêmes. Et l'enseignant va aussi à un moment donné avoir la possibilité d'observer ses élèves en action, en train de s'organiser entre eux. Et du coup, le temps de jeu libre, il est vraiment intégré aux apprentissages avec une observation active de l'enseignant. Ce qui est un peu différent dans le fonctionnement de l'école, où le temps de récréation, c'est un temps très très court, qui permet rarement aux enfants de laisser la place à une organisation
sociales, de règles de jeu qui pourraient s'ordonner ensemble. D'autant plus, hein, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais souvent il y a une grande partie de la cour qui est dédiée aux jeux de ballon. Parfois les enfants bénéficient d'un bac à sable, mais c'est quand même voilà, ce bac à sable il n'est pas accessible en permanence, surtout si s'il a plu, le sable va être mouillé, donc on ne va pas autoriser l'enfant à jouer dans le sable. En classe dehors, il va pouvoir manipuler, mélanger les matières beaucoup plus facilement. Comment on fait des maths, par exemple, dehors? Par exemple, les enfants travaillent sur les formes géométriques. On a envie de s'assurer qu'ils commencent à mémoriser les propriétés du triangle, par exemple. Eh bien, pourquoi pas leur proposer une petite activité très concrète en classe dehors. Eh bien, voilà, allez chercher 3 bâtons et organisez-vous pour construire un triangle. Et alors, ils vont devoir chercher 3 bâtons. Donc, ça veut dire que petit à petit, ils vont conscientiser que quand même pour faire un triangle, il me faut 3. Ah, il y a 3 côtés. Voilà, j'ai besoin de 3 bâtons. Mais oui, ça va être les 3 côtés de mon triangle. Et puis, il va falloir s'organiser pour pouvoir attacher ou positionner les bâtons pour former un triangle. C'est des petites choses très concrètes, mais qui s'ancrent en fait corporellement aussi et physiquement dans la pratique de l'enfant. Et souvent, les enseignants disent certaines notions mathématiques sont très très difficiles à faire passer, nécessitent plusieurs séances en classe. Et en classe dehors, en une séance, eh bien la notion elle est très vite mémorisée. Alors tout à l'heure, vous parliez d'utiliser des crayons parce que ça peut être des sorties sous la pluie. Ça veut dire que l'école dehors se fait toute l'année, quelle que soit la météo. Oui, oui, alors bien évidemment, ça implique d'être bien équipé. D'où l'importance de bien de communiquer avec les familles, hein, parce que pour préparer une pratique de classe dehors, eh bien, on est vraiment dans le principe de coéducation, hein, où les familles doivent être associées au projet parce que l'équipement, il est incontournable, hein. Un enfant qui est bien équipé, donc d'une paire de bottes, d'une bonne paire de chaussettes, hein, en fonction de la saison. Eh bien, parfois, c'est une double paire de chaussettes, hein, pour ne pas avoir froid aux pieds, ou des bottes fourrées. Le surpantalon kawaii est très vite indispensable, y compris dès l'automne, hein. Là, ça y est, le matin, la rosée s'invite sur l'herbe, donc l'herbe est mouillée. Donc, si on veut que l'enfant soit à l'aise, justement pour s'asseoir, le fait d'avoir le surpantalon kawaii, ça va lui permettre de s'asseoir dans l'herbe mouillée. Et puis, un blouson imperméable, ça c'est un petit peu les indispensables pour faire classe dehors par tous les temps. Comment réagissent les enfants? Est-ce qu'ils sont partants? Est-ce que quand il fait froid, ils réchignent? Alors c'est une grande inquiétude des adultes et en particulier des adultes en France, mais c'est une question qui ne vient même pas à l'état d'esprit des enfants. En fait, quand il pleut, ils adorent. C'est un vrai plaisir pour eux parce que ils oublient qu'il pleut, hein. S'ils sont bien équipés et qu'ils ont des vêtements imperméables, en fait, physiquement, voilà, ils vont sentir les gouttes de pluie sur le visage. Alors, ça nous arrive, hein, d'emmener aussi les parapluies et de se déplacer avec les parapluies, hein, pour une petite séance d'écriture ou de lecture dehors, sous son parapluie. L'enfant vit une expérience sensorielle aussi intéressante qui vont le marquer dans sa mémoire, dans sa mémoire d'apprentissage. Et donc non, ça pose aucun problème aux enfants. Et puis c'est le grand plaisir bien sûr de pouvoir explorer l'eau dans tous ses états, les flaques d'eau, mais aussi en période hivernale, l'eau gelée ou le givre du matin. Enfin, toutes ces expériences-là, elles sont possibles si on propose cette pratique à toutes les saisons et toute l'année. Alors, dans votre premier livre, vous évoquez plusieurs notions que j'ai trouvées intéressantes. Si vous pouvez nous les expliquer, il s'agit des gestes premiers, de pièces détachées et de zones proximales.
Oui, alors, en fait, moi, les premières fois où je suis sortie, en classe dehors avec mes élèves, ce que j'ai très vite identifié, alors j'avais vraiment des enfants de 3 et 4 ans, c'était leur besoin, dans leurs actions de creuser la terre, de mélanger, de déplacer, de transvaser, d'agencer aussi, de lancer, des bâtons, de lancer des petits cailloux, et en fait, ce sont les gestes premiers que chaque être humain fait, enfin, qui accompagnent un peu notre développement. Sauf que ce que je constatais, c'est que les enfants que j'accueillais dans ma classe, pour certains, avaient très très peu expérimenté ces actions, notamment creuser la terre, mélanger la terre avec de l'eau. Ce sont pas forcément des expériences aujourd'hui autorisées par les parents ou possibles, parce que tout simplement, même en milieu urbain, on donne rarement l'occasion à l'enfant dans un parc de jeux de pouvoir mélanger le sable avec l'eau ou la terre avec l'eau. Donc c'est des expériences qu'il ne vit plus dans son quotidien de jeune enfant avant même l'école. Or, on sait que ces actions-là, elles sont indispensables pour son développement, pour son bon développement. Alors après, sur les pièces détachées, alors je parle aussi de pièces libres. Alors ça, je m'appuie vraiment sur la théorie de Nicholson, qui est qui était architecte états-unien et qui a développé cette théorie dans les années 70. Plus on va offrir à l'enfant un environnement complexe et mettre à sa disposition des objets mobiles, et plus il sera créatif. Et là encore, je reviens à l'exemple de nos parcs de jeux, en tout cas en France, hein, où l'enfant a à sa disposition des objets pour entrer en action, comme le toboggan, le tourniquet, mais ce sont des objets qui sont fixes, que l'enfant ne va pas pouvoir déplacer. Et en fait, quand il a à sa disposition, et c'est le cas dans un espace de nature où il peut déplacer des branches, déplacer des cailloux, collecter des feuilles mortes, tous ces petits objets mobiles vont favoriser sa créativité et son envie de transformer un petit peu les choses. Même de commencer à laisser ses premières traces, hein. Avant même le crayon, eh bien, l'enfant va avoir envie, avec un bâton, de dessiner dans le sable ou la terre des lignes, des spirales, pourquoi pas des bonhommes, ou commencer à faire ses premières écritures. Et alors, comment les parents des enfants réagissent quand vous proposez l'école dehors ou quand ils découvrent l'école dehors? Du fait de la médiatisation ces dernières années de la pratique en France, les parents sont plutôt enthousiastes, attentifs à ces nouvelles pratiques que l'enseignant va proposer, en fait, hein, pour ses élèves. Si ça n'est pas le cas, eh bien, il va falloir effectivement être à l'écoute aussi du parent, et être en capacité de prendre la mesure de l'inquiétude d'un parent. «Oh là là, mais vous sortez aujourd'hui, il fait pas trop froid?» Enfin, donc il faut aussi accompagner les parents pour lesquels ça n'est plus forcément dans leur culture d'être, enfin, s'ils ne sortent pas eux-mêmes avec leurs enfants, ça peut être compliqué de comprendre ce que ça veut dire faire classe dehors, parce que ça n'est pas non plus dans notre représentation de l'école en tant que parent. Donc ça veut dire quoi faire classe dehors? Donc c'est important de pouvoir partager en photo et avec des mots ce qu'est la classe dehors aux familles. Et puis l'enfant est un bon vecteur aussi pour partager. Enfin, moi j'ai beaucoup de retours de parents qui me disent que autant l'enfant ne parle pas trop de ce qu'il fait en classe, mais le temps de classe dehors, il y a une facilité à partager aux parents voilà, ce qui a été vécu, une petite découverte, une curiosité. Enfin, les enfants sont beaucoup plus à l'aise avec leurs parents pour parler de leur vécu de classe dehors. Donc ce qui fait que ça développe aussi le lien avec les familles. Et alors, si à l'inverse, on a un enfant en primaire, en maternelle, et qu'on aimerait justement initier une école dehors au sein de l'école en général, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Alors peut-être
déjà partager avec l'enseignant des pistes de lecture ou d'articles. Je pense bien sûr à l'école à ciel ouvert, hein, qui est une édition de la Salamandre, donc une association suisse, hein, qui propose. Alors c'est vraiment pour les enseignants plutôt d'école élémentaire, hein. C'est une mine de propositions d'activités dans tous les domaines d'apprentissage. Et puis, alors là, sur l'année 2022, il y a 2 livres qui sont sortis quasiment en même temps. Donc, il y a le livre dont je suis l'autrice, hein, Il était une fois la classe dehors, qui est paru donc cet été aux éditions Hachette Éducation. Le second livre qui est sorti aussi cet été, c'est Faire classe dehors. C'est un livre, c'est une réédition en fait du collectif Tous dehors belge. Et en fait, il a été actualisé avec des expériences et des témoignages d'enseignants d'école française. Donc ce sont 2 ouvrages, je dirais, qui sont très concrets et complets pour se lancer dans la pratique. Et mesurer à quel point c'est bénéfique et facile à faire avec ses élèves. Oui, c'est facile. Alors ça nécessite bien évidemment une organisation, une planification, mais voilà, en fait, il faut se lancer. Enfin, c'est le premier pas le plus difficile. Il y a beaucoup d'enseignants, une fois qu'ils se sont lancés, enfin, ils le disent, ils le partagent tous, ils ne reviendraient plus en arrière parce qu'ils y trouvent beaucoup de bonheur à enseigner et beaucoup de joie à voir leurs élèves heureux, d'apprendre. Oui, d'ailleurs, je mettrai un lien parce que moi, j'ai découvert une petite vidéo là qui m'a complètement emballée et je trouve qu'on voit très bien du coup concrètement en fait comment ça se passe. Et il y a une dernière chose, vous êtes maman de 2 enfants. Oui. Comment les avez-vous élevés par rapport à l'environnement naturel? Alors moi je vis sur une ferme de 50 hectares, donc sur laquelle on a autoconstruit notre maison. Donc c'est une maison entourée de prairies, de vallons, d'une rivière, d'un étang. Donc mes enfants, c'est vrai que je les ai laissés très vite toucher la terre, patouiller, expérimenter, faire leurs explorations dehors. J'ai l'impression qu'en fait, si on s'accordait en tant que parent à ne pas s'inquiéter pour les vêtements, à les chausser de bonnes bottes, de surpantalon, j'ai l'impression que c'est vraiment important, le Oui, surpantalon étanche, oui, un manteau, peut-être qu'on a acheté d'occasion, pour mais tout lequel à on fait. n'a pas de Mmh. souci à se faire, qui s'abîme, etc. Et puis déjà, ce premier pas-là de plus s'inquiéter pour le vestimentaire, et ensuite d'accepter que votre enfant patouille, touche, sans crainte en fait. Oui, c'est ça. Et puis, mais être à côté de lui, être avec lui, s'émerveiller de ses découvertes aussi. Un très jeune enfant, c'est important en tant que parent de l'accompagner dans ses premières découvertes qui sont parfois plaisantes, mais parfois déplaisantes, hein. Alors là, pour le coup, c'est le souvenir d'une élève qui suçait encore beaucoup son pouce, et en classe dehors, elle s'est retrouvée à prendre beaucoup de plaisir à patouiller dans la boue, à faire sa soupe de boue, mais à un moment donné, elle a pris conscience qu'elle avait les mains pleines de terre, et là, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle ne pouvait plus mettre son pouce dans la bouche. Donc c'est accueillir aussi ces déplaisirs qui font partie de la vie dehors. Et voilà, c'est des petites choses toutes simples, mais c'est important de les vivre avec eux. Et même si on n'a pas de connaissances, comme vous disiez, le simple fait de s'émerveiller, de regarder, d'identifier, de se poser des questions. C'est souvent la curiosité des enfants qui nous amène à approfondir nos connaissances. Là encore, mes élèves, une année en classe dehors, se sont vraiment intéressés de près au ciel, au mouvement des nuages, à la forme des nuages, et petit à petit, ensemble, on a appris à nommer ces nuages. Et donc, je me suis un peu, enfin là, j'y connaissais vraiment pas grand-chose, donc je me suis un peu formée sur le sujet des nuages. Donc voilà, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment faire confiance à nos enfants parce que ils ont une envie intrinsèque de grandir, de connaître et de s'ouvrir au monde. Et notre rôle, c'est tout simplement de les accompagner et d'être à leur écoute. Hmm. Ben, merci beaucoup, Christelle. Vraiment, c'est passionnant, ça donne envie, vraiment très envie. Et puis, à la fois de trouver des écoles qui pratiquent ce genre d'éducation, mais également voilà, de réfléchir à comment emmener nos enfants au quotidien plus souvent dans la nature, dans cette belle nature qu'on voudrait vraiment protéger.
Ben oui, en tout cas, j'espère que ça donnera envie à plein d'autres parents, éducateurs, d'emmener les enfants dehors, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Pour information, vous retrouverez dans les notes de cet épisode tous les titres des ouvrages mentionnés par Christelle Ferjou, ainsi que les références de ces 2 livres et l'adresse du site Classe Dehors. Merci pour votre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!